Et sans plus attendre, qu'on a découvert nous hier soir en direct sur ce plateau avec la guerre au Proche-Orient qui a encore connu une nouvelle escalade. Hier soir, l'Iran a mené une attaque d'ampleur en tirant plus de 200 missiles en direction d'Israël, faisant un mort. Une fusillade a également eu lieu en même temps à Tel Aviv, tuant 7 civils et en blessant 17 autres. Israël a déjà prévenu que sa vengeance sera à la hauteur de ces attaques iraniennes qualifiées de grave erreur par Benyamin Netanyahou. Retour sur cette soirée avec Adnan Massar. 18h30 hier soir. Le ciel israélien s'illumine. Des dizaines de missiles balistiques sont tirés depuis l'Iran. L'attaque, lancée par les gardiens de la révolution islamique, est annoncée en direct à la télévision d'État. Au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus grand, la vengeance a été infligée à ceux qui ont commis des crimes. L'attaque, répondant aux assassinats du chef du Hezbollah et du Hamas, provoque un véritable triomphe dans la capitale iranienne, où des centaines de personnes se sont rassemblées. Lorsque j'ai appris la nouvelle de l'attaque, j'ai ressenti une grande joie. Je suis donc venu ici célébrer, montrer mon soutien aux dirigeants. En Israël, le gouvernement ordonne aux habitants de se réfugier dans les abris, alors que le ciel reste constamment éclairé par les missiles qui continuent d'arriver. C'était fou. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous devons aller dans l'abri. Nous entendons les bombes. Il y en a partout. Nous les voyons partout. Même depuis le balcon, mais cette fois-ci, c'était complètement différent. Le bruit était beaucoup plus fort et l'intensité était beaucoup plus importante. Au même moment, une autre attaque a lieu dans la capitale. Une fusillade cette fois-ci. 2 ressortissants palestiniens ont ouvert le feu sur des civils en sortant d'un tram avant d'être neutralisés. Ils ont fait 7 morts et 17 blessés. À 19h30, les missiles s'arrêtent. La soirée de terreur est terminée. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et en payera le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et à faire rendre des comptes à nos ennemis. Seule victime de l'attaque aérienne, un Palestinien tué à Jéricho par un débris de missile. Le dôme de fer a une nouvelle fois résisté. Il y a eu un petit nombre de frappes dans le centre d'Israël et d'autres dans le sud du pays. La majorité des missiles ont été interceptés par Israël et une coalition défensive dirigée par les États-Unis. Au lendemain de ces attaques, l'Iran a annoncé qu'elle frapperait encore plus fort en cas de représailles qui semblent inévitables. Une nouvelle étape de la guerre ne ferait alors que commencer. Et juste avant de vous présenter l'expert du soir, petit tour de table quand même pour avoir vos réactions. Vincent Engel, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage avec cette actualité qu'on a découvert ensemble, en direct hier soir? Oui, absolument. Mais en fait, on se trouve, à mon avis, dans un principe de stratégie d'un régime qui utilise la guerre pour tenir, pour résister, qui fait une guerre face à un Premier ministre qui utilise aussi la guerre pour se maintenir au pouvoir et pour éviter tous les ennuis. Donc c'est une stratégie assez terrifiante. Ça vous inquiète, ça, Vincent Engel? Je ne suis pas sûr. En fait, je pense que ça m'inquiète moins. La confrontation avec l'Iran m'inquiète moins que ce qu'on a connu juste après le 7 octobre. Parce que je pense que l'Iran n'a absolument pas les moyens d'aller au-delà de ce qu'elle a fait là maintenant. Je crois qu'elle a juste montré à ses alliés dans le monde tous ses avant-postes, toutes ses armées d'avant-postes. Pour leur crédibilité. C'est ça, ils devaient répondre, mais c'est pas crédible, c'est pas sérieux, ça n'a pas. Mais c'est quand même absolument tragique parce que derrière ça, c'est le chaos. C'est des innocents, c'est les populations qui vivent dans la peur, plus que dans la peur. Et ça, je trouve vraiment, derrière la stratégie, il y a le chaos. Oui, c'est vraiment tout l'État d'Israël qui est en état d'alerte hier avec tous les citoyens israéliens qui ont été invités à se rendre plus vite dans les abris. Salma Awash, votre lecture de cette situation? La lecture, c'est qu'en fait, la paix, c'est largement sous-coté aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour ça. Et ce qui est très interpellant dans ces conflits, parce que c'est un conflit qui n'est pas né d'hier, ni du 7 octobre, donc c'est quelque chose qui est latent, on le sait dans la région, en fonction des équilibres politiques divers et variés, et on sait qu'aujourd'hui l'Iran n'est pas dans la situation dans laquelle il était au début. Il y avait ce fantasme ou cette crainte d'une confrontation Israël-Iran, mais en tout cas, on sait qu'on est sur deux questions différentes. Est-ce qu'on est sur une stratégie de guerre où on a les moyens d'aller jusqu'au bout et où politiquement on a besoin
besoin de la guerre a besoin de la politique, que le politique a besoin de la guerre, et une stratégie politique qui est une stratégie en fait de paix, et dans laquelle en fait finalement le fait de vouloir absolument sauver la face et de répondre, donc c'est de la question com presque, hein, c'est ça? Mais c'est une question de crédibilité. Donc si vous ne répondez pas, vous n'avez pas l'air crédible, mais si vous répondez, vous enclenchez un peu plus, vous envenimez un peu plus le conflit. Et donc on se demande dans cette triangulation, à un moment donné, si l'équilibre peut basculer davantage d'un côté ou de l'autre. Manifestement, il penche d'un côté. Ouais, c'est vrai qu'on a aussi entendu dans le reportage ces menaces iraniennes, de dire qu'ils vont encore frapper plus fort s'il y a une riposte israélienne. Ce jeu, pardon du mot, c'est un mot très mal choisi, mais je t'attaque, tu réponds, je t'attaque, tu réponds. Ça vous inquiète ça, Nicolas Badeau? Oui, mais il faut remettre ça dans un continuum. On va rester sur l'Iran, mais ça prouve encore une fois qu'est-ce qu'a gagné le Hamas avec le pogrom du 7 octobre. Voilà ce qu'il a gagné. Le Hezbollah est quasiment éradiqué. Enfin, il n'est pas éradiqué, mais il est très l'idéologie reste présente, en tout cas en termes d'infrastructure. L'idéologie reste présente. Il y a 40 000 morts à Gaza. Le Hamas n'a absolument rien gagné avec son pogrom, parce qu'il faut bien dire le mot, c'était un pogrom du 7 octobre. Ensuite, moi j'ai l'impression que c'est un aveu d'impuissance énorme de la part de l'Iran, qui a vu son proxy, le Hezbollah, se faire complètement tailler en pièces. Son proxy préféré d'ailleurs. Son proxy préféré se faire tailler en pièces. Ça renforce Israël, parce qu'on a vu que ce dôme de fer fonctionne parfaitement une fois encore. Ça renforce Netanyahou, qui fait pourtant partie du problème. Donc c'est un énorme aveu d'impuissance de l'Iran. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que le régime iranien, c'est un régime qui ne va pas bien non plus. La jeunesse iranienne se révolte de plus en plus. C'est un régime qui est une gérontocratie, qui a besoin de se renforcer via des conflits comme ça à l'extérieur. Mais en fait, on a eu vraiment l'impression d'un énorme aveu d'impuissance de l'Iran hier. Frédéric Moreau est avec nous. Bonsoir Frédéric, toujours un plaisir de vous voir, un visage bien connu de téléspectateurs d'LN24, avocat au barreau de Bruxelles, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste des questions de défense. Frédéric, c'est vrai qu'on entend un petit peu ces deux versions, d'un côté attaque d'ampleur iranienne et puis de l'autre quasi un aveu d'impuissance. Quel est votre regard à vous, Frédéric, sur cette attaque malgré tout de plus de 200 missiles hier sur l'État d'Israël? Mon regard est que c'est enclenché depuis le pogrom du 7 octobre, effectivement, une mécanique escalatoire. Voilà, c'est pas un jeu, c'est une mécanique escalatoire. C'est-à-dire qu'il y a une escalade, c'est une extension du conflit dans d'autres champs de conflictualité et aussi en intensité. Mais c'est aussi ce que vous appeliez le jeu, c'est-à-dire que, voilà, puisque tu m'as fait ça, je vais te faire ça. Et chacun essaye de sauver la face ou de ne pas aller trop loin aussi, c'est ça ? Ou de rétablir la dissuasion sans que cette spirale escalatoire, ce mécanisme escalatoire, lui échappe des mains. Bon, c'est comme un jeu d'échecs en fond. Le Hamas déclenche le pogrom. Pourquoi ? Il déclenche le pogrom pour bloquer les accords d'Abraham et l'idée qu'on pourrait avoir une paix en mettant sous le tapis la question palestinienne. Bon, en cela, il a réussi. Au prix de 40 000 morts, la destruction, sûrement plus. Bon, voilà, c'est complètement une stratégie folle. Mais voilà. Israël applique sa stratégie, qui était déjà une stratégie mûrement réfléchie, etc., de dissuader. Pardonnez-moi, mais dans le Talmud, il est écrit si ton ennemi dit qu'il va te tuer, lève-toi et tue-le d'abord. Donc c'est la stratégie d'Israël. Donc voilà, et ainsi de suite. Le Hezbollah défend le Hamas, Israël attaque le Liban du Sud et le Hezbollah. Et l'Iran, qui est quand même le sponsor de tout ça, qui est quand même celui qui est à la racine de tout cela depuis des années, voire des dizaines d'années, parce qu'il y a cette haine incompréhensible par beaucoup d'aspects vis-à-vis de l'État d'Israël. On a du mal à comprendre pourquoi. Et un peu victime, il s'est placé dans un corner, parce que là, soit il répond pas et il passe pour un ventre mou vis-à-vis de tous ses proxys, vis-à-vis de tout le monde arabe, soit il répond, mais jusqu'où et comment ? Alors, est-ce que d'un point de vue militaire et défensif, est-ce que c'est un succès, c'est une réussite ? Je serais très mesuré là-dessus,
parce que alors ce qu'on appelle le dôme de fer n'est pas le dôme de fer, c'est une défense. Le dôme de fer, c'est juste pour arrêter les roquettes du Hamas ou du Hezbollah. Là, ce qui est en jeu, c'est une défense anti-balistique multicouche dans laquelle il est probable que les Américains soient aussi intervenus par des missiles, soit à bord de frégates Aegis dans l'océan Indien, soit plus probablement avec des missiles THAAD dans les Émirats et le Qatar. Il y a les missiles Arrows de très haute altitude israéliens. Il y a je ne veux pas devenir trop technique, il y a la fronde de David, c'est ça qu'on appelle abusivement le dôme de fer, mais qui a été très efficace, mais quand même. Pensez 2 secondes ce qui se serait passé si, au lieu d'avoir des missiles balistiques normaux, il y avait eu un missile balistique nucléaire. Ou s'il n'y avait pas de défense aérienne israélienne. Il y a une défense. Mais imaginez 2 secondes que dans les missiles envoyés sur Israël, il y ait eu une tête nucléaire. D'où la phrase du Talmud, quand quelqu'un te dit qu'il va te tuer, lève-toi et tue-le d'abord. Donc effectivement, Israël doit réagir. Il y aura une réaction. Elle sera sévère cette riposte, Frédéric Moreau. Parce qu'on a entendu les mots de Benjamin Netanyahou de l'armée israélienne. À quel point est-ce que... Alors c'est ça toute la question. Je crois qu'il y a une tension en ce moment entre ce que voudrait faire Netanyahou, qui est une réponse très forte, radicale, qui peut emprunter plusieurs voies, qui ne sera pas nécessairement aérienne, ou pas que aérienne, qui peut frapper les centres de pouvoir, qui peut frapper les gardiens de la Révolution, qui peut frapper les infrastructures pétrolières et surtout, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le nucléaire. Et puis, les Américains qui veulent quand même peut-être garder sous contrôle cette mécanique escalatoire dont je parlais au tout début de mon intervention. Oui, on va revenir vers vous, Frédéric Moreau, mais ça fait réagir, je vois directement. Salma Ouach, on commence avec vous. 3 petites questions. 3 petites questions, Salma, allez-y. Toutes petites. Je vous en prie. Il y en a une, c'est est-ce que le nucléaire est vraiment prêt? Parce que moi, de ce que j'ai lu, il faut quand même 1 an minimum avant de pouvoir déclencher une véritable arme nucléaire. On peut agir rapidement en 1 semaine avec une réponse, une volonté politique, mais ce n'est pas aujourd'hui disponible. La deuxième chose, est-ce qu'ils savaient que ces missiles, en tout cas, seraient arrêtés au final, parce qu'on sait quand même qu'Israël a une défense aérienne avec ce... C'est-à-dire qu'on parlait de posture, ils envoient ce missile en sachant qu'il ne faut pas autant de mal. Voilà, est-ce qu'on savait que ça serait potentiellement arrêté? Et la troisième chose, est-ce que les 2 pays ont les moyens, finalement, d'aller plus loin dans ces tensions, sachant que le Financial Times parlait de 1 milliard en 2 jours à Beyrouth. Donc, est-ce que seuls, ils ont les moyens, que ce soit Israël ou l'Iran, d'aller plus loin? Bon, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Sur le nucléaire, c'est tout un enchaînement il faut être capable de réunir plusieurs éléments. Le premier étant les missiles balistiques. Ça, ils l'ont. Le deuxième élément, c'est la matière. Ils auraient aujourd'hui, je crois, ce sont des suppositions, quelque chose comme 6000 kilos de matière facilement enrichi, ce qui est à comparer aux 200 kilos qu'ils auraient si on avait maintenu l'accord sur le JCPOA. Oui, c'est là qu'on a lâché. C'est là où ce qui s'est passé. Voilà, merci Monsieur Trump. Une fois que vous avez la matière, il faut l'enrichir, il faut lui donner une qualité militaire, mais ça suffit pas. Il faut être capable de fabriquer la sphère, l'ogive. Et encore plus, il faut fabriquer l'ogive, c'est-à-dire le corps de rentrée dans l'atmosphère. Un missile balistique va monter très haut dans l'atmosphère, au-delà de l'atmosphère, pardon. Il va rentrer dans l'espace exo-atmosphérique, je ne vais pas devenir trop technique, mais après il va rentrer, il va devenir hypersonique. En rentrant dans l'espace, ça va brûler. Donc il faut s'assurer que l'ogive ne se détruise pas en rentrant dans l'atmosphère. Ça, ce sont des calculs extraordinairement difficiles qui supposent des capacités de calcul et de simulation et d'essai que les Iraniens, à mon avis, sont loin d'avoir. D'où la réponse très concrète à votre première question. À mon avis, ils en sont encore loin. Ils en sont encore au minimum. Non, mais après, à dire la vérité, personne ne sait. Vous aviez 2 autres questions. Oui, mais on y reviendra peut-être, Salma, comme ça, parce que sinon, on n'y arrivera pas ce soir. Je suis trop long dans ma réponse. C'est difficile de répondre à 3 questions de suite comme ça. Peut-être sur l'embrasement, parce qu'on l'a dit, la riposte israélienne sera sévère, sera dure. On a l'impression que là, et on le voit, que l'embrasement, il est quasi inéluctable, Nicolas Badeau.
Non, je ne pense pas qu'il soit inéluctable. Encore une fois, ils jouent la montre parce qu'ils attendent de voir ce qui va se passer aux États-Unis le 5 novembre et surtout le 20 janvier. Oui, en tout cas, là, il peut faire ce qu'ils veulent parce qu'il se passera, à mon avis, il n'y aura pas plus qu'une tape sur les mains jusqu'au 5 novembre. Voilà, mais après, il y a l'autre acteur important, et là, j'ai une question là-dessus, c'est l'Arabie Saoudite. Moi, j'aimerais savoir quelle va être la réaction de l'Arabie Saoudite. Ouf, je ne suis pas sûr que Frédéric, spécialiste défense, je ne suis pas sûr que justement il puisse répondre à cette question. Si, c'est facile. Ils vont faire l'autruche, ils vont plonger la tête dans le sable. Il l'a dit Ben Salman d'ailleurs la semaine dernière. C'est pas leur problème. Ça n'intéresse pas tant que ça. Problème, Ça intéresse plus les peuples arabes du Golfe. La seule chose qui intéresse l'Arabie Saoudite serait si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire. Alors là, effectivement, eux aussi se doteraient de l'arme nucléaire. Avec les accointances qu'ils ont avec le Pakistan, ça serait... Je voudrais quand même revenir, Vincent Engel, parce qu'on l'a vu, un Benjamin Netanyahou qui est pour l'instant quasiment, et c'est dramatique ce que je veux dire, mais quasi sur un nuage avec ce qui s'est passé hier. On a vu ces condamnations quasi unanimes de la communauté internationale. On a presque l'impression que là, les gens disent là, vous avez raison, vous avez le droit de le faire. Vous l'avez ressenti comme ça aussi Oui, absolument. Si j'ai commencé à parler de stratégie, c'est parce que ça fait partie de la stratégie. En attaquant le Hezbollah, il s'est dit ça, personne ne va me le reprocher. Au contraire, tout le monde va m'applaudir. Et je vais redorer mon image. Je suis reparti pour un round. Il n'y a aucun doute. Là, c'est effectivement... Plus personne n'ose vraiment le... D'ailleurs, il parlait souvent de guerre de civilisation. On a l'impression aussi que Netanyahou, depuis un certain nombre de semaines, de mois, pousse aussi les alliés, notamment américains, à dire attention, la menace c'est l'Iran et il faudra à un moment s'y attaquer à cette menace-là. Et remerciez-moi d'avoir fait ce que j'ai fait. Oui, c'est ça, on en parlait la semaine dernière. Encore presque là le remercier et puis presque dire là aujourd'hui, il donne effectivement l'impression d'avoir gagné la bataille. Pas la guerre, mais d'avoir gagné une bataille. C'est vrai qu'il a renversé. Il met une pression sur l'ONU en plus quand il déclare que Gutiérrez est personne non grata. Ça, c'est quand même assez fort aussi. Ouais, on a l'impression que personne ne peut arrêter l'escalade aujourd'hui, Frédéric Moreau. Peut-être les Américains, mais comme on l'a dit, avec le 5 novembre... Non. Alors, ce qui vient d'être dit est très juste. C'est-à-dire qu'il a complètement renversé l'image qu'il avait. Quand il a détruit Gaza, c'était le bourreau. Criminel de guerre. Criminel de guerre, c'est un paria. Israël est devenu un paria de la communauté internationale. Et là, deux coups successifs, tout le monde ne peut qu'applaudir. Attention, parce que le Hezbollah, quand même, au Liban, il y a quand même eu, évidemment, il y avait plus de raisons de le faire côté israélien, peut-être. C'est vrai, mais s'il se limite à taper sur le Hezbollah, les chefs du Hezbollah, etc., le quartier du Sud, les Français qui ont quand même eu 58 morts dans l'immeuble d'Araqar applaudissent de demain. Et puis l'Iran, là, tout le monde applaudit parce que c'est quand même l'Iran qui a attaqué, il faut quand même le dire. Et il y a eu cette déclaration, notamment du fils. C'est quand même de la légitime défense. Il est en situation de légitime défense. Il y a eu quand même cette déclaration du fils Sarkozy, je ne sais pas si vous l'avez vu sur LCI, qui à un moment a dit qu'ils débutent tous, ils font le travail du monde. Pardon, je reprends ces mots, c'est pas du tout ce que je pense, mais en parlant notamment du Hezbollah et en allant même plus loin. Vous vouliez réagir? Oui, je repense à l'allocution de Michel Barnier hier à l'Assemblée nationale qui a parlé des 58 militaires tués français et qui est venu ensuite, il dit il y a une seule solution, c'est la solution à deux États. Alors on se dit c'est un peu lunaire parce que cette solution à deux États qui était celle des accords d'Oslo de 1993, elle n'a jamais été aussi loin qu'aujourd'hui. Or, c'est la solution. Mais la cause palestinienne est revenue sur le devant de la scène. C'est la solution, mais je ne vois pas aujourd'hui comment on pourra arriver à cette situation à deux États. Salma Wash. J'en reviens j'insiste, mais est-ce qu'on a les moyens d'aller plus loin dans cette guerre, d'un côté ou de l'autre? Les États concernés... Les États seuls, alors sans alliés, peut-être qu'ils iront chercher des alliances, mais en tout cas sans alliés, on est Ce que vous voulez dire, c'est est-ce que l'Iran et Israël ont les moyens? Alors, ça dépend du stock de missiles et du stock d'antimissiles, parce qu'il n'y aura pas d'invasion terrestre, ni d'un côté ni de l'autre. Israël ne va pas envahir l'Iran et vice-versa non plus. Donc c'est une guerre des missiles, comme il y avait eu la guerre des missiles entre l'Iran et l'Irak. Ce que l'on sait du stock de missiles iranien, c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Le général Clark de l'armée de l'air américaine devant le Congrès en 2023 estimait le stock de missiles balistiques iraniens à 3000. Donc vous voyez que 120 sur la première frappe, 200 sur la deuxième. Ils en ont même donné, rappelez-vous, c'était ma dernière intervention chez vous, 200 Fateh 360 à la Russie. Donc s'ils ont donné 200 missiles à la Russie, c'est qu'effectivement derrière, ils doivent s'estimer suffisamment riches. Et du côté israélien, alors du côté israélien, ce sont des missiles rares, c'est les Arrows, c'est des missiles Patriot, c'est les THAAD
que seuls les Américains ont. Le Rose étant un peu l'équivalent du THAAD, excusez-moi d'être technique. Ce sont des missiles extrêmement coûteux qui nécessitent toute une infrastructure, des radars très puissants, de veille, d'attaque, de suivi. L'inquiétude, elle est là. Hein. L'inquiétude, elle est là. Et donc, que ce soit pour la fenêtre temporelle, c'est-à-dire avant les élections américaines, que ce soit pour rétablir cette dissuasion, tout porte à croire qu'Israël va frapper très fort. Voilà. Comment ? Ça, c'est la première question. Avec ou sans les Américains, ça, c'est la deuxième question. Voilà. Et la question du Liban, qu'est-ce qui va se passer au Liban ? Oui, avec une incursion terrestre. C'est presque une question accessoire. Hein, oui, aujourd'hui, c'est vrai que oui, mais c'est le tampon entre les deux, on va dire. C'est devenu presque accessoire. Merci en tout cas, Frédéric Moreau. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau.